Quand on n'a pas de quoi nourrir les enfants, quand on n'a pas de quoi habiller les enfants, on ne va pas penser à aller acheter des fourneaux. Ce qui fait 120 élèves pour un enseignant dans une salle de classe à l'élémentaire, c'est une situation alarmante. Le Sénégal est l'un des pays les plus pauvres de la planète. Il a une population de 12,5 millions d'habitants, dont environ 42% vivent dans les régions rurales. L'islam, sa religion prédominante, est pratiqué par environ 90% de sa population. Dakar, sa capitale, se trouve à l'extrémité ouest du pays. En septembre 2000, les Nations Unies ont commencé un projet pour apporter le développement économique et l'éducation primaire universelle aux plus pauvres pays du monde. Cette initiative, appelée Projet Millennium, a pour cible de garantir que tous les garçons et les filles accomplissent un cours complet d'enseignement primaire, une éducation qui doit être gratuite et de qualité. Cette initiative devrait atteindre ses buts en rapport à l'éducation primaire universelle d'ici la fin 2015. Ces objectifs atteints avant cette année, la pauvreté mondiale sera réduite à moitié. Ce qu'il faut dire globalement, c'est que l'amélioration de la qualité a un coût. Et le Sénégal, comme tous les pays africains, n'est pas nanti vraiment pour mettre en place tout ce qu'il faut en termes de moyens financiers, en termes de moyens matériels et en termes de ressources humaines. Au Sénégal, concernant les conditions de travail des enseignants et les conditions d'existence des élèves, c'est des conditions alarmantes. Le plus souvent, aussi bien à l'élémentaire qu'au collège, c'est des classes pléthoriques. À l'élémentaire, cette situation a fait qu'en banlieue, il y a des classes multigrades et des classes à double flux. C'est-à-dire, un enseignant s'occupe de 2 cohortes d'élèves. Les uns viennent l'après-midi, les autres viennent le matin. Et le plus souvent, c'est des cohortes de 60 et plus. Les élèves se mettent à 3 par table, aussi bien à l'élémentaire qu'au collège. Imaginez ce que ça fait comme charge de travail à l'enseignant. Les implications sur le suivi même des élèves. Comment suivre 120 élèves par jour, c'est un problème. Il n'y a pas beaucoup de matériel et donc avec le grand nombre, il faut faire preuve de beaucoup d'imagination pour pouvoir faire les enseignements comme il se doit. Officiellement déclare dépenser 40% du budget national au niveau des frais de l'éducation. Mais il faut savoir que le gros de ce pourcentage-là, même si nous posons des questions sur sa véracité, va au niveau des dépenses de fonctionnement et de salaire. Puisqu'au niveau de la fonction publique, il y a une masse importante d'enseignants à rémunérer. Il faut dire qu'au Sénégal, il y a plusieurs catégories d'enseignants. Il y a les enseignants traditionnels, classiques, qui ont suivi une formation initiale
corrects et qui ont des diplômes. Il y a également les enseignants contractuels et vacataires qui sont en réalité des enseignements sous-traités, sous-payés par rapport aux autres. Ce sont ces catégories d'enseignants-là qui le plus souvent font des grèves pour réclamer des salaires. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous notons un déficit notoire concernant la formation, puisque non seulement le gouvernement ne recrute plus d'enseignants formés sur la base du référentiel établi au début, 1 an de formation pour les enseignants, si je prends l'exemple de l'élémentaire pour les instituteurs adjoints, et 3 à 4 ans pour les instituteurs ordinaires, par exemple. Maintenant, c'est des vacataires et des contractuels qu'on engage qui font 3 mois de formation ou même pas. Il s'y ajoute d'autres questions comme la pauvreté et autres, puisque l'éducation a un coût. Et tous les parents n'ont pas la possibilité de subvenir aux besoins de leurs enfants. Donc, par rapport aux disparités concernant les régions, voilà ce que je pouvais dire. Il y a également des disparités liées au sexe. En général, les garçons sont plus scolarisés que les filles. Mais il faut dire que par rapport à ce problème, la communauté éducative s'est mobilisée vraiment pour booster la scolarisation des filles. Donc, c'est des questions qui sont là et qui empêchent aussi les filles de rester à l'école. Ses parents vont préférer, à un certain âge, de donner ses filles en mariage parce que ces mariages précoces aussi rapportent quelques revenus à la famille. La fille qui est utilisée comme petite bonne rapporte de l'argent à la famille. La fille qui est utilisée dans le petit commerce aussi rapporte de l'argent à la famille. Vous voyez donc que c'est des questions difficiles qu'il faut régler. Nous appuyons les familles avec un appui social, en luttant contre le travail domestique précoce. Mais c'est des appuis ponctuels qu'il faut adresser à grande échelle. Parce que si l'appui social cesse, la fille retourne dans le travail domestique, dans le mariage précoce, etc. Donc, c'est des questions aussi à garder en repérage pour espérer atteindre les objectifs du millénaire. C'est la question de l'environnement propice aux apprentissages. La fille a des spécificités propres. La fille a besoin d'être dans un milieu propice à son développement. Dans une école où il y a de l'eau, dans une école où il y a des toilettes séparées filles et garçons. Vous savez la spécificité de la fille qui voit ses règles chaque mois. Si cette fille est dans une école où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas de toilette, où elle ne se sent pas bien, elle est obligée chaque mois de rater des cours. Et là, son niveau baisse et c'est un impact négatif sur ses performances. L'autre problème, c'est les distances que les filles, les enfants, de façon générale, parcourent pour aller à l'école. Les zones rurales, les écoles sont encore éloignées des habitations. Les élèves font des kilomètres pour rallier l'école la plus proche. Souvent, il n'y a pas de cantine scolaire au niveau de cette école. Et là, les conditions de séjour de ces élèves deviennent difficiles. Les parents n'ont pas confiance s'il faut laisser une fille parcourir des kilomètres aller-retour pour aller à l'école. Il y a le danger sur le chemin de l'école, mais aussi laisser un enfant à l'école sans le repas de midi, c'est encore plus difficile. Concernant la gratuité, il faut dire que ce sont les collectivités locales, tout au moins pour ce qui concerne l'enseignement élémentaire que je maîtrise le plus, qui essaient selon leurs possibilités, tant soit peu, de doter les écoles élémentaires en fournitures scolaires. Et ces fournitures-là ne couvrent pas le plus souvent les besoins des établissements. C'est bien que ce sont les parents d'élèves eux-mêmes qui s'acquittent de ces dépenses-là.
Maintenant, aujourd'hui, avec l'existence de plus en plus remarquée d'écoles privées, nous nous interrogeons justement sur la gratuité de cet enseignement. Puisque à cause de la faiblesse, de la baisse de qualité, les parents qui ont les moyens préfèrent amener leurs enfants au niveau des écoles privées. Là, on paye la scolarité, on paye également les frais afférents à cette scolarité-là. Donc, si on fait l'état des lieux de la gratuité au Sénégal, nous pouvons dire qu'on est loin d'atteindre cette gratuité-là. Jusqu'à présent, il faut dire que par rapport aux objectifs du millénaire pour le développement, il y a des efforts à faire, puisque tous les enfants scolarisables ne sont pas effectivement scolarisés. Les raisons pourraient être cherchées dans notre culture en général et par rapport à la religion, puisque dans une région comme Diourbel, beaucoup de parents préfèrent amener leurs enfants à l'école coranique que de les amener à l'école. Les écoles coraniques sont connues sous le nom de Dara et ont une grande influence. Les parents au Sénégal ont confié leurs enfants aux daras depuis plusieurs siècles. Envoyer son enfant pour faire des études chez un marabout est une tradition importante et un signe de respect à l'égard du Coran. Un marabout est un chef religieux islamique et souvent un érudit du Coran. Il a une influence morale et spirituelle dans la culture et propage la foi en enseignant. Les étudiants de l'islam sont connus comme talibés. Ils étudient dans un dara avec un marabout. Au Sénégal, beaucoup d'enfants de la rue sont talibés. Traditionnellement, ils vivent avec un marabout en l'aidant avec du travail, en échange de leur éducation du Coran. En tant que talibé, c'est pas comme les talibés de maintenant quoi. Bon, avant tu te lèves de matin très bonne heure, on se lève à 6 h du matin. Après apprendre le Coran et tout cela, après vous allez demander quoi. Demander c'est une forme de souffrance quoi, par exemple. Aller demander pour connaître qu'est-ce que ça veut dire la vie quoi, en tant que jeune enfant quoi. Alors le dara pour nous en quelque sorte ça ouvre l'esprit de l'enfant quoi, quand tu es jeune. Bon, d'après les conceptions africaines, si tu prends ça, après tu as une ouverture d'esprit, si tu es à l'école, il faut progresser rapidement. Avoir une bonne éducation, ok, ils disent que les enfants, ils sont en train d'apprendre, madame, le Coran, quoi, pour être responsable après dans la vie, socialement, moralement et tout cela quoi. Donc c'est pour cela qu'on les a amenés aussi pour les éduquer, pour les apprendre le Coran, pour qu'ils puissent bien s'instruire et dans la juste valeur quoi. J'apprends à lire et à le rester. Je fais comprendre si je récite, après je vais au maître pour m'écrire. Madame ci nasaraan da lay gën a dimbali nga mën a xam nooy doxee àdduna kenn du la nax. Ok, dis que si tu as ces deux cultures, tu peux vivre là où tu veux dans le monde. Tu seras intègre et tu comprendras tous les tempos quoi. Donc ça, il dit que c'est meilleur quoi, d'apprendre le français à l'école et de venir maîtriser le Coran. Wala papa mere nee na bu njëkk da ngay romb xale nekk loolu nga rectifier waajuram dañuy kontaan mais léegi nag contraire. Il dit qu'avant c'était mieux quoi, parce qu'avant l'éducation était beaucoup plus meilleure quoi, parce que les parents ils participaient quoi, par exemple. Si tu vois un gosse qui déconne par exemple, tu peux le corriger.
Mais il dit maintenant, ce n'est plus le cas. Tu vois un petit enfant qui fait ce qu'il veut, tu essaies de le corriger, tu as des problèmes avec ses parents. Quoi. Donc il pense que l'éducation d'avant c'est meilleur que maintenant. Quoi. Maintenant, le Sénégal a changé. Quoi. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour détruire ça, parce que ce n'est pas des marabouts, mais c'est des faux marabouts par exemple, qui viennent du village. Bon, quand tu viens par exemple de Louga ou je sais pas, tu viens à Dakar, tous tes amis qui sont là-bas, amenez-moi vos enfants, quoi. Je veux les étudier. Bon, les parents qui ont des problèmes de social, qui ne peuvent pas nourrir les enfants, bon, ils ne te donnent pas l'enfant. Alors que toi, tu utilises l'enfant, quoi. Tu l'utilises pour qu'il fasse mendier, dans les rues, l'enfant, parce que l'enfant n'apprend pas le Coran, il ne fait rien, quoi. Les jeunes talibés que tu vois traîner, tu lui dis, par exemple, récite-moi un sourate, ils ne vont pas te le réciter. Parce qu'ils n'apprennent pas, quoi. Ils le font comme mendier, quoi, dans les rues, demander de l'argent. Il y en a des marabouts qui utilisent les enfants. Comme par exemple, ils te disent chaque jour tu amènes 1000 francs ou 700. L'enfant, s'il amène pas ça, il a des problèmes, quoi. Donc s'il se lève le matin de très bonne heure, il est obligé d'aller demander jusqu'à 7 heures, par exemple. Parce que toi, quand tu bouges, tu vois un enfant de 5 ans, 7 ans, mais tu as quelque chose, quoi. Tu dis, monsieur, donne-moi, tu peux lui donner 50 francs, l'autre peut lui donner 100 francs, l'autre peut lui donner 200. Donc ça, du matin jusqu'à le soir, ils peuvent avoir une certaine somme. Après, s'il vient, il donne ça à le marabout. Parce que ce marabout-là, c'est ça son but, quoi. Beaucoup de choses peuvent se passer. Il peut frapper l'enfant, parce que tu vois, on le montre déjà dans les soleils, des fois, des enfants torturés par le marabout. Pourquoi? Parce que l'enfant n'a pas assuré. Et il y a différentes raisons qui les poussent à aller dans la rue. Donc pour certains, c'est la maltraitance, que ce soit en famille ou au dara. Pour d'autres, c'est des raisons économiques. À Dakar, le SAMU social est un centre qui vient en aide aux enfants qui vivent dans la rue. Il a pour objectif primordial d'améliorer leur situation. Il procure abri et assistance médicale et sociale, ayant pour but leur réinsertion dans la société. On a eu beaucoup d'enfants qui étaient des talibés fugueurs, qui ont fugué du Dara parce qu'ils n'en pouvaient plus, soit parce qu'ils n'ont pas vu leurs parents depuis 10 ans. Et donc à partir de ce moment-là, ils voulaient rentrer pour voir leurs parents, être avec leur mère. Ils manquaient cruellement d'affection maternelle. Parfois, c'est des sévices corporels, des bastonnades, des violences. Et parfois, c'est la pression d'avoir à mendier toute la journée et de ramener une somme fixe d'argent tous les jours. Ça suffit largement à stresser un gamin au point de vouloir partir. Bon, pour les talibés, comme généralement, c'est des tout petits enfants qui viennent directement du Dara, en général, ils n'ont pas encore fait l'école quand ils arrivent. Si ce sont des farkhman et que certains ont fugué de leur famille alors qu'ils étaient déjà à l'école, c'est généralement dans cette population-là qu'on peut voir s'ils ont fait l'école ou pas. Mais je pense qu'en grande majorité, ils n'ont pas encore fait l'école. Ça pose souvent un problème parce qu'on peut apprendre à lire ou à écrire à un enfant, mais il faut vraiment une période fixe pendant laquelle on peut faire la formation, la alphabétisation du début jusqu'à la fin pour être sûr que ça puisse lui servir. Parce que s'il ne reste qu'une semaine ou 2 semaines, il aura juste appris un petit peu, il sera parti, ça ne lui aura pas servi à grand chose. Donc on part du principe qu'on essaye au moins de leur donner la connaissance minimum par rapport à l'écriture et à la lecture. En plus, par rapport à l'emploi du temps dans l'année, quand on récupère un gosse au mois de décembre ou de janvier, février et qu'il veut automatiquement enchaîner l'école, ça devient difficile. À ce moment-là, il perd une année et il est obligé d'attendre que l'année scolaire finisse pour qu'il puisse reprendre l'année qu'il avait prévue au moment où tout le monde reprend. Et c'est très difficile de les faire patienter jusqu'à la prochaine année scolaire pour commencer l'école. Donc parfois ça crée des découragements, ça crée des fugues, on n'arrive pas à les faire patienter jusqu'à ce que l'école reprenne pour qu'on les oriente dans un centre qui leur permettra d'avoir une école à côté pour pouvoir suivre
la formation scolaire normale. Et donc parfois ça provoque même des comportements un peu rebelles ici, parce qu'eux ils ont déjà un projet dans leur esprit, ils veulent retourner à l'école, mais ils partagent le centre avec des enfants qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs, il y a des conflits d'intérêts. Donc à partir de ce moment-là, ils ne se sentent plus à leur place ici parce qu'ils ont déjà réussi à passer toutes les étapes de reconstruction. Ils sont prêts à partir, mais ils ne peuvent pas parce qu'on n'entre pas à l'école n'importe comment dans l'année. C'est parce que ça a changé. Avant, comme ce que je t'avais dit, avant le Sénégal, on n'était pas beaucoup. Par exemple, en 82, 83, on n'était même pas 5 millions d'habitants, je ne sais pas quoi. Il y avait des vrais marabouts, des gars qui t'apprennent le Coran, ils t'apprennent la vie. Ils font bien ce qu'ils doivent faire, après ils te redonnent tes parents, ils t'amènent à l'école française, tu continues ta vie. Mais moi, actuellement, si j'avais un enfant, je n'ai pas la monnaie dans les dents. Parce qu'il n'y a plus ce qu'on voulait. Pour lui, on va apprendre les enfants de bas âge une bonne éducation, mettre sur eux une bonne foi, c'est-à-dire une question de tolérance, de partage, de franchise. On apprend les enfants, c'est une bonne manière. Et là, ça permet à l'enfant, s'il grandit avec toutes ces bonnes choses-là, il peut sauver dans la société. Donc c'est une super éducation, il peut réussir sur toutes choses qu'il veut, en général. La meilleure manière de lutter contre la pauvreté, c'est de scolariser les enfants, c'est de les maintenir à l'école, qu'ils puissent réussir et appuyer les familles de façon durable. Une femme qui est éduquée, une femme qui est scolarisée, arrive à régler des questions de santé, des questions à prendre en charge, les questions d'éducation de son enfant, à se prendre en charge elle-même, à participer efficacement au développement de son pays, même si elle ne parvient pas à réussir économiquement avec les études. Une fois qu'elle en sait un peu plus sur les questions d'éducation, elle a un rôle primordial à jouer dans le développement. C'est pourquoi on dit souvent qu'il n'y a pas de développement durable sans les femmes. Et pour arriver aux femmes, il faut qu'on commence par les femmes. L'atteinte des objectifs, c'est d'ici 2015. Nous sommes en 2010. Je ne pense pas qu'en 5 ans, tous ces problèmes-là puissent être réglés pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Et mon sentiment est que la communauté internationale, justement, devrait renégocier ces objectifs du millénaire pour le développement, pour être réaliste, puisque dans beaucoup de pays du Sud, nous sommes loin de l'atteinte de ces objectifs, puisque les moyens financiers, humains et matériels qu'il faut pour justement l'atteinte de ces objectifs ne sont pas là.